papa au mokonzi. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit. Vous le savez peut-être, ou si vous êtes un habitué de cette émission, vous devez certainement le savoir. C'est une émission qui traite des questions liées notamment à la politique, au droit, à la science et tout ce que vous voulez. On prend des questions importantes qui retiennent l'actualité dans cette panoplie des domaines. On les met sur la table avec un invité sur le plateau. On en parle. Le président de la République est arrivé hier à Lubumbashi dans le Katanga. Félix Antoine Tshisekedi a fait une sorte de raz-de-marée. Un monde fou l'a accueilli. Le président de la République s'est adressé aux Katangais avec de nouvelles promesses. On en parle dans cette émission. On reviendra également sur le droit. La question de la levée des immunités de M. Augustin Matata Ponyo pose problème. Qui doit lever les immunités de Matata Ponyo? Est-ce le Congrès? Est-ce le Sénat? On parlera de ça. On parlera aussi peut-être de l'état des sièges. Vous le savez, l'actualité reste dominée par cette question-là. On reviendra sur quelques questions importantes qui retiennent l'actualité dans le pays. Pour la première fois sur ces plateaux, je l'espère que ça ne sera pas la dernière, Maître Harold de Badibanga. Maître, bonjour. Bonjour, mon ami et frère Claude Perrault-Louara. Ça fait plaisir de te revoir finalement, hein? Dans la peau de l'invité, dans la peau de l'avocat, un frère, un ami avec lequel on a cheminé dans le métier, ancien journaliste. Mais vous avez toujours le cœur qui bat pour les journalistes et pour les journalistes jusqu'aujourd'hui. Non mais vous savez, surtout à vous, je n'apprends rien. Le journaliste l'est à vie. Pour avoir presté comme journaliste pendant plus de 10 ans, le flair journalistique demeure. Mais c'est question de profession. Là, je suis avocat. Je ne preste plus comme journaliste depuis 2011. Et voilà. Mais le flair journalistique, il est toujours là. Comme avocat et comme quelqu'un qui n'est plus journaliste, vous regardez les choses avec un œil beaucoup plus neutre. Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de l'exercice des métiers de journaliste aujourd'hui dans le pays? Est-ce que vous pensez qu'on est en train de stagner? Est-ce que vous pensez que le métier est pollué? Ou vous pensez qu'on est en train d'avancer plutôt? La première des choses, c'est de vous dire sincèrement merci mon ami et frère pour accepter de me recevoir sur ce plateau qui ne laisse personne indifférent, parce que il faut jeter de fleurs à la personne quand elle est encore en vie. CPL TV aujourd'hui, à moins de ne pas être sur cette planète Terre, même chez moi à Kabe-Kamanga, vous êtes suivi, je reçois des coups de fil parce qu'en tant que leader, j'ai des personnes avec qui j'échange à partir de la paroisse Kenankuna. On me parle de ce plateau qui reçoit des têtes et on vous jette des fleurs. Et c'est une occasion pour moi de vous jeter ces fleurs ex cathedra, pour ne pas le faire en privé. Non, il y a à manger et à boire dans mon ancienne profession de journaliste, parce que je me rends compte qu'il y a de plus en plus un laisser-aller. Un laisser-aller, ça veut dire que chacun peut s'improviser. Les journalistes, sans en avoir les critères, sans en avoir la compétence. Et à ce niveau-là, la pauvreté qu'il y a dans le pays, le laisser-aller avec lequel on recrute des journalistes dans des maisons de presse, fait que de fois, lorsqu'on se retrouve devant un journaliste, on se demande s'il l'est réellement ou c'est un mendiant. Et je ne vois pas cette classe-là qu'avait constitué à l'époque Perrault-Claude Louara, Badibanga, Zadaïnda, Kabongo, et au-dessus de nous, les aînés comme Willy Kalengai, Jean-Marie Kassamba, le vieux Péné Papa. Je ne vois plus. Hein, Donc vous pensez que le métier est en danger? Là, on va vers la dérive, quoi. Le métier n'est pas en danger, mais il est à l'agonie. Et lorsque j'entends parler, même j'ai salué le point de vue du tout nouveau ministre Mouyaya par rapport à la dépénalisation du délit de presse. Moi, je dis non. Avant de penser à la dépénalisation du délit de presse, il faut penser à mettre de l'ordre dans la maison, dans la mesure où lorsque vous dépénalisez le délit de presse, vous dites à tous les quados d'insulter, d'injurier qui qu'il soit, un père de famille, vous vous levez un matin sans argument et sans preuve, vous tirez à boulet rouge sur lui parce que vous savez qu'il y a des pénalisations du délit de presse. C'est-à-dire qu'on doit d'abord commencer par balayer devant notre propre cour avant de... On doit savoir
qui pratiquent le métier qui ne le pratiquent pas. C'est lorsqu'il n'y a que des responsables qui pratiquent, qui maîtrisent les rouages et même la déontologie journalistique, que l'on peut penser à la dépénalisation, encore que faire de la dépénalisation du délit de presse une priorité, c'est faire du domaine du monde journalistique un fourre-tout où tout le monde peut entrer, tout le monde peut dire ce qu'il pense. Alors que le journaliste, avant d'être journaliste, c'est un citoyen de la République. Il est astreint aux lois de la République qui commence par sa déontologie. Alors, dépénaliser ex abrupto, c'est faire de ce monde une vendetta. Donc, l'État congolais et principalement le ministre de la Communication, le CESAC et l'UNPC risquent de ne rien contrôler. Tu es contre nous, tu es contre nous. De ne rien contrôler. Tu es contre nous. C'est facile à dire. Non, tu es contre nous. Le problème maintenant, tu voudrais qu'on arrête les journalistes, c'est comme on est en train de l'arrêter. Mais tu dis quoi par rapport à... On dit que Félix Tshisekedi, alors qu'il sort d'un régime du peuple d'abord, qui prônait la démocratie, j'ai lu le tout dernier rapport du GED, il semble que depuis qu'il est là, on est petit à petit encore en train de reculer en termes de liberté d'expression et de la liberté de presse. Non, moi je n'aborderai pas la question dans ce sens-là, mais je vais commencer par placer un mot par rapport à ceux qui font ces rapports-là. Le rapport, c'est que nous connaissons GED et consorts. Il y a beaucoup de structures qui, soi-disant, défendent les intérêts du journaliste, mais ne vivent que de ça. C'est comme ça que même lorsque vous allez à l'international, vous demandez à Human Rights Watch d'établir un rapport, mais ce rapport ira seulement dans le sens de démontrer que ça ne va pas. Mais ce n'est pas pour autant que je peux dire que lorsque... Vous doutez de la crédibilité du rapport des GED. GED, c'est quand même une organisation sérieuse, hein? Non, moi, je suis clair comme l'eau claire dans un... Vous doutez de ces rapports-là? Je doute de tous les rapports. Parce que je sais qui finance quoi et pourquoi. Donc, je ne veux pas ouvrir la boîte à Pandore. C'est comme quand vous demandez à l'ONU de vous dire est-ce que la situation sécuritaire au Congo, la MONUSCO ne vous dira pas que cette situation évolue dans le bon, parce que si elle dit qu'elle évolue dans le bon, on va lui demander de quitter et donc rater le beefsteak. Je ne veux pas, je suis clair. Je veux tout simplement dire que le journaliste, comme l'a dit le ministre Mouyaya, c'est un monsieur. C'est un monsieur qui mérite beaucoup de respect parce qu'il informe même le premier d'entre nous. La seule personne à être institution dans ce pays, le chef de l'État, il est informé par un journaliste. Ça veut dire que lorsque les cours et tribunaux ont un problème contre un journaliste, il faut savoir respecter la loi. J'insiste sur le fait que le journaliste n'est pas ininterpellable. Il peut être interpellé, mais la procédure en la matière doit être respectée. Je ne peux pas tolérer, je ne peux pas accepter que, par exemple, un journaliste comme le cas le plus récent, le cas de Israël Mutombo, le cas de mon jeune frère Louis-France Kouziketsa. Mais si infraction il y a, envoyez des invitations en bonne et due forme. Si la personne n'a pas répondu, il y a une procédure, mais que l'on apprenne de manière brusque qu'ils ont été mis aux arrêts, l'un, je ne sais pas moi, chez les FARDC, et l'autre, je ne sais pas moi, à l'ANR. Ça ne se passe pas ainsi. C'est une façon pour moi de dire que le pays doit asseoir le fonctionnement normal de l'appareil judiciaire, tout en respectant chacun, et ici, une espèce de casus particulièrement le journaliste qui, sous d'autres cieux, est considéré comme le quatrième pouvoir et qui mérite donc le respect. Mais ce n'est pas une façon pour moi de dire que le journaliste doit tout se permettre. Harold Badibanga, c'est dans la casquette de porte-parole du CNC, Congrès national congolais de M. Pius Mwabilou, que je vous reçois entre autres. Je voudrais quand même qu'on parle politique. Comment se porte le parti? Le parti on sent que c'est un peu à la léthargie. Maintenant que vous êtes arrivé au pouvoir, la bouche pleine ne parle pas. Il faut laisser un peu à Pius Mwabilou le temps de goûter au beefsteak. On reviendra après. Non, ce n'est pas le cas. Bon, vous êtes humain, vous pouvez aussi vous tromper. C'est un peu à la léthargie, non. Le parti se porte à merveille dans la mesure où toutes les fédérations
installé sur toute l'étendue de la République fonctionne normalement, et lorsqu'il faut faire des sorties, le parti politique Congrès national congolais qui se porte comme un charme les fait comme par le passé, et donc il n'y a plus rien à dire, sauf que le Congrès national congolais, qui est un parti politique créé par son géniteur, son excellence Pius Mouabilou, dans l'idée de le faire vivre au-delà de nos petites personnes, comme il l'a toujours dit, se prépare d'ores et déjà de manière conséquentielle à affronter les élections de 2023. Élections de 2023, Harold. Entre-temps, vous êtes quand même à l'Union Sacrée. Beaucoup ont regardé Pius comme les premiers traîtres. Pius était quand même proche de Kabila. Pius était parmi les ténors du régime Kabila. C'est lui qui était à l'Assemblée nationale pour faire passer certaines lois parfois liberticides. Qu'est-ce qui a fait que d'emblée, il rentre dans le premier wagon des traîtres contre la Kabylie? Bon, le mot traître, il sort de votre bouche, il n'est pas sorti de la mienne, c'est vous qui l'avez sorti, et il ne m'engage pas. Donc, je me rappelle que lorsqu'il a pris cette décision d'aller à cette réunion, parce que tout a commencé par là, lorsqu'il s'agissait de l'investiture des hauts magistrats de la Cour constitutionnelle, il a dit qu'il est, comme membre du gouvernement, invité par l'institution président de la République, il ne pouvait pas ne pas y aller, et a-t-il dit, a insisté, il a affiché une attitude, un comportement républicain. Mais est-ce que c'est ça la traîtrise, ou est-ce que c'est pour autant qu'il devait recevoir des coups de flèche partout, dans la mesure où, en dehors de lui, à cette même rencontre, il y avait le gouverneur Gentini Ngobila. Il était là, membre du FCC à l'époque. Il s'est retrouvé aussi là. Nous avons eu l'impression qu'il s'est agi à un certain moment juste d'un acharnement contre une personne, alors que tous ceux qui étaient là, membres du FCC, l'étaient au nom de l'invitation. C'est comme ça que vous êtes allé à l'Union Sacrée, pour fuir un peu cet acharnement-là. Le Congrès national congolais est membre de l'Union Sacrée, c'est tout à fait clair. Mais les mots utilisés, traître, il a trahi qui pour avoir répondu à l'invitation de l'institution président de la République, de l'institution Parlement, et que dire de tous les ministres FCC qui répondaient aux réunions au Conseil des ministres. Donc ça veut dire qu'à un certain moment, il faut garder chacun ce qu'il garde en termes de personnalité, mais prioriser une seule chose: la République démocratique du Congo, parce qu'aujourd'hui, même ceux qui sont au pouvoir, il faut qu'on se le dise, ils ont tiré à boulet rouge sur Joseph Kabila Kabange. S'il y a la guerre à l'est de la République démocratique du Congo, c'est Kabila. Si on tue à l'est de la République démocratique du Congo, c'est Kabila. Mais aujourd'hui, j'ai toujours posé des questions quand j'échange avec les amis. Maintenant que c'est le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est président de la République, et qu'on continue à tuer à l'est de la République démocratique du Congo, peut-on ex abrupto conclure que c'est lui qui tue aussi? Je dis non. C'est comme ça que j'ai toujours dit aux uns et aux autres que lorsqu'on aborde les questions de l'État, on doit les aborder avec âme d'État et non avec état d'âme. Parce qu'il s'agit de ce pays hérité de Lumumba, de Kimbangu et des autres. Et nous avons l'obligation de le léguer aux générations futures dans les conditions plus meilleures que celles dans lesquelles nous l'avons reçu. Harold Badibanga, parlons politique à présent. Vous l'avez suivi certainement. Le président de la République est arrivé hier à Lubumbashi. Un monde fou, alors fou, a reçu M. Tshisekedi à Tshilombo. Pourquoi, à votre sens, le président doit aller au Katanga maintenant là? Est-ce pour véritablement déboulonner une fois de plus les bastions des Kabila, ou c'est plutôt dans la peau d'un père de famille qui veut aller voir ce qui se passe dans un coin de son pays? Non, je pense à mon humble avis que le chef de l'État n'est pas le chef de l'État du Grand Kasaï. Il n'est pas le chef de l'État du Grand Katanga, il n'est pas le chef de l'État du Grand Équateur, il n'est pas le chef de l'État de Kabea Kamonga chez moi. Il est le chef de l'État de toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Et à ce titre, il peut commencer par où il peut commencer, il peut terminer par où il peut terminer. Et seulement que chacun de nous, plus de 80 millions de Congolais, chacun de nous a la possibilité de raisonner et de réfléchir par rapport à la contextualité. Même
même pas à la contextualité, mais beaucoup plus au contextualisme politique actuel. C'est vrai, la politique en Afrique se fait de manière tribalo-clanique et la République démocratique du Congo n'échappe pas à cette règle. Lorsque vous voyez la configuration actuelle, on peut dire que le Grand Katanga appartient à Kabila et à Katumbi. Et le Grand Équateur à Bemba avec ceux qui viennent, les José Makela Ngouaka, les Jean-Lucien Boussa, chez nous au Kassai, on peut dire que c'est Tshisekedi. À ce titre-là, on peut penser que le chef de l'État en tant qu'acteur politique peut être allé pour défier, je ne sais pas moi qui, mais je ne pense pas. Il s'agit ici d'un chef de l'État qui a en charge la sécurisation des personnes et de leurs biens en tant que président de l'État, le président de la République plutôt, qui s'est dit, ça fait plus longtemps que je suis arrivé à Lubumbashi, je dois y aller, surtout que c'est une province dans laquelle il y a eu peu de temps, il y a eu cette problématique des Bakata Katanga, et la sécurité aussi, il faut qu'on se le dise, bat plus ou moins de l'aile dans cette province-là. Y aller, je pense que c'est normal et qu'il n'y a pas lieu à spéculer par rapport au choix. J'ai même ouï dire que demain ou après-demain, donc à la fin de ce mois, il ira à Mbujimayi chez moi. Est-ce qu'autant dire qu'il va défier quelqu'un? Je ne pense pas. Il y va naturellement, mais il a fait un meeting sur la place Tombé, je crois, la place de la Poste, où le président a fait une rhétorique comme il a l'habitude de les faire. J'ai lu aujourd'hui ce matin des commentaires et des critiques. Le président a encore promis. Ici, je fais appel à l'homme de l'Union sacrée que vous êtes. Est-ce que M. Tshisekedi est-il dans l'obligation partout où il va de promettre? Vous êtes chercheur à l'université, vous êtes assistant à l'université. Le président a dit qu'après l'enseignement primaire, maintenant on va avoir l'enseignement universitaire gratuit à travers la République démocratique du Congo. Est-ce que le président est-il obligé de promettre? Est-ce que vous pensez que c'est une promesse réaliste qui peut un jour, voire encore avec M. Tshisekedi, que nous ayons des universités gratuites à travers la République? Non, c'est une promesse de trop. Une promesse de trop. Là, je parle comme scientifique. C'est trop grave. En commençant avec votre autorisation par ce que j'ai vu, l'interdiction formelle de la vente des syllabus par des professeurs. Donc on en parle, mais moi en tant que scientifique, je suis blessé dans ma peau. Dans la mesure où lorsque un professeur vous sort un syllabus, c'est une œuvre d'esprit. C'est une œuvre d'esprit. Une œuvre d'esprit ne se distribue pas. Ça s'achète, et lorsque vous êtes dans l'auditoire, l'enseignant donne cours en donnant les lignes maîtresses du syllabus et de ses ouvrages. Par rapport à la recherche, l'étudiant va aller ultra petit à outre les syllabus et consorts pour aller approfondir. Mais si ces syllabus ne sont pas vendus et qu'ils doivent être distribués, à moins que l'État prenne la responsabilité de les polycopier au nom de ce professeur-là. Le président dit que vous allez mettre ça, les étudiants n'auront qu'à télécharger. Mettez ça sur le Wi-Fi sera gratuit. Non, et écoutez, le président n'aura qu'à l'étudiant n'aura qu'à télécharger. Écoutez, le téléchargement se fait. Est-ce qu'il est prouvé que chaque étudiant a un téléphone moderne qui permette à quelqu'un de télécharger? Ça, c'est de un. De deux, lorsqu'il faut un enseignant en premier graduat droit à l'université de Kinshasa, notre université mère, a affaire à minimum 1500 étudiants lorsqu'il s'agit de la première année A ou B, parce que chez nous à l'université de Kinshasa, il y a 2 premiers graduats, 2 deuxièmes graduats, 2 troisièmes graduats. Si un professeur peut polycopier les syllabus et distribuer, c'est avec quel salaire? Le salaire qu'il reçoit comme enseignant ou un don pour qu'il le fasse. Donc il y a des décisions qui ne devraient même pas, mon humble avis, passer au Conseil
deux ministres. Vous pensez que c'est des promesses populistes qui ne devaient pas avoir lieu? Le président ne devait pas évoquer ce genre de questions-là. Parce qu'après, on a amené ça devant le Conseil des ministres en disant... Cette promesse est irréaliste. Non, mais vous êtes quand même assistant. Vous conditionnez parfois la participation au TP, aux examens, par l'achat des syllabus. Le président est le Congolais le mieux informé de nous tous. Il veut tout simplement calmer un peu la tempête. Il veut tout simplement mettre fin à cette manière de faire. Il est clair que cette pratique est mauvaise. Alors il fallait y répondre en disant syllabus vendable, achetable, oui, mais plus jamais question de conditionner la participation à un examen par l'achat de ce syllabus. Il faut répondre un problème au cas par cas au lieu de le généraliser. Aujourd'hui que le chef de l'État promet la gratuité de l'université, c'est bien bon, mais est-ce que c'est réaliste? Je dis non, parce qu'au niveau déjà de la gratuité de l'enseignement primaire et secondaire, ça pose problème. Et lorsque nous allons ailleurs, est-ce qu'en France, en Belgique, aux États-Unis, l'université est gratuite? Je dis non. On peut faire une exception. Une exception. Le président, c'est lui le président de la République. Il peut avoir des éléments que toi, tu n'as pas, Harold Badibanga. Non, écoutez, il ne faut pas me faire comprendre que le chef de l'État connaît tout. Ce sont ses services qui doivent lui dire. Par exemple, que lorsqu'il faut parler de la gratuité de l'enseignement universitaire en République démocratique du Congo, cet enseignement, à mon humble avis, et je pense que c'est ça, sa gratuité concerne les institutions d'enseignement supérieur et universitaire officielles. Ici, vous avez l'université de Kinshasa, vous avez l'UPN, vous avez l'ISC, vous avez l'ISP, vous avez l'ISES, vous en avez autant. Mais aujourd'hui, combien d'étudiants avons-nous en République démocratique du Congo? Parce qu'il ne faut pas qu'on confonde Kinshasa à la RDC. Il y a des universités officielles, l'UNILU, avec toutes sortes de succursales. Vous avez l'université de Kisangani, vous avez l'université de Wembonyama, vous avez l'université officielle de Mbujimai, vous avez l'ISC à Kabé-Kamanga-Gemont. Lorsqu'il faut prendre les minervales, que chaque étudiant, je n'ai cité quelques universités, vous comprendrez automatiquement que le budget de l'État, qui est déjà très minime, va souffrir davantage. Parce que ce dont la population a besoin maintenant, c'est bien manger, être sécurisé, avoir des soins de santé primaires. Mais la gratuité de l'enseignement supérieur et universitaire, on en a besoin, mais de manière trop subsidiaire. On risque de dire au chef de l'État, vous n'avez pas tapé là où il fallait taper. Vous n'allez pas demander à un parent dont l'enfant est malade, il est incapable de l'amener à la pharmacie, au centre de santé, incapable de lui acheter à manger. Ce dont il n'a pas besoin pour le moment, c'est la gratuité de l'enseignement supérieur et universitaire. Il a plutôt besoin que ses enfants mangent, aillent ne fût-ce qu'à l'école primaire. Donc la formation, ce n'est pas une priorité pour vous? La formation... Vous pensez que la jeunesse congolaise n'a pas besoin d'être La formation est prioritaire, mais la gratuité de l'enseignement supérieur et universitaire n'est pas prioritaire pour le moment au regard des arguments que je viens de donner. Et c'est à ce niveau-là que les conseillers, les collaborateurs du chef de l'État devraient bien l'aider. Et c'est tout à fait clair. Je ne pense pas que même après moi, quelqu'un viendra dire le contraire ici. Mais attendons voir, on est en démocratie, on n'est pas obligé d'avoir la passée, on n'est pas obligé... La démocratie ne veut pas dire des choses que l'on ne sait pas argumenter valablement. La démocratie, ce n'est pas un fourre-tout. J'échange de fois avec les amis sur un sujet bien connu, quelqu'un vient vous dire, c'est mon point de vue. Je dis, mais écoutez, ce n'est pas à un scientifique que vous allez dire, c'est mon point de vue. Le point de vue n'est point de vue que lorsqu'il est argumenté. Un argument n'est argument que lorsqu'il est soutenu par des spécialistes en la matière. Je viens ici, je parle droit. Je dois être capable de vous citer des doctrinaires. Je dois être capable de vous citer des jurisprudences en la matière. Je parle économie, je dois vous référer à Mabi Lumba, à Matata Ponyo, à Kinzonzi, et c'est comme ça. Alors, quelqu'un vient de vous dire, ça m'engage, donc il me permet de
venir vous dire que ce studio de CPL TV est noir et je veux dire que ça m'engage moi. Non, ce n'est pas ça. En scientifique, ces arguments du genre ça m'engage, c'est une bêtise. C'est une bêtise. Un scientifique sérieux n'écoute pas des choses comme ça. Harold Badibanga, l'actualité concernant les présidents, c'est aussi l'état des sièges. Vous êtes un ancien kabbyliste. Vous l'avez... Comment vous rigolez? Ah oui, mais j'ai le droit de rire. Non, mais attendez. C'est comme si j'étais en train de raconter des choses... Non, je suis... Vous n'avez jamais été kabbyliste? Non, j'ai l'impression que vous voulez que je me taise ou que je parle, mais je suis venu pour parler. Non, mais attends. Parce que je dis de vous que vous êtes un kabbyliste, je suis tout simplement de replacer les choses dans leur contexte. Écoutez, vous avez honte de votre passé, Harold Badibanga. Harold Badibanga est kabbyliste. Je le dis, j'insiste, je suis kabbyliste. Vous l'êtes encore. Mais je le précise, je suis kabbyliste. Tout en étant dans l'Union sacrée. Naturellement, mon parti est dans l'Union sacrée. Et dans ce pays, le problème est ailleurs. Le problème est ailleurs parce que les gens pensent qu'il faut faire table rase de tout ce qui s'est passé, même de meilleur. Ça, je ne suis pas d'accord. Kabbyliste, tshisekidiste, katumbiste, tout ça, allez dans le sens de la construction de la République. Sans vous rentrer dedans en désordre, en créant des poux sur la tête de qui que ce soit. Aujourd'hui, on peut tout dire de Kabila, mais est-ce qu'il n'a rien laissé de bon en étant président de la République dans ce pays? Il n'a rien laissé. C'est par opportunisme qu'il faut dire je ne suis plus. Non. Vous assumez, kabbyliste. La conviction, c'est que, parlons par exemple de saute-mouton. Kabila n'a rien fait, je suis d'accord. Mais si il n'avait pas laissé ne fût-ce que le boulevard sur lequel on a construit des saute-moutons aujourd'hui, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo serait à ce moment en train d'asphalter encore. Donc on serait en retard. Kabila a fait quelque chose. Aujourd'hui, Kabila n'a rien fait, mais la fin, on sait comment cette affaire de CNDP est finie. Votre nébuleuse, la soi-disant communauté internationale sans adresse, s'était opposée à l'opération Pomme-Orange. C'est lorsque l'opération a commencé à donner ses fruits qu'ils se sont dit nous devons y aller quand même, sinon ils risquent de prendre seul leur succès. Avant Kabila pour arriver chez moi, à Kabila, on prenait environ 1 mois pour arriver. Et avec lui, c'est une semaine. Donc c'est pour dire qu'en tant que politique, en tant que patriote, il faut toujours prioriser ce qui nous unit que ce qui nous divise. Un kabbyliste qui claque la porte, qui vient à l'Union sacrée. Et c'est à ce titre que je dis, quand même, c'est lui qui est là comme président de la République, seul, il ne réussira pas. Il va réussir avec l'appui de tout le monde qui a la fibre patriotique comme la mienne. Je pose ma question. Kabbyliste, vous assumez, c'est une bonne chose. Je voulais parler un peu de l'état des sièges. 18 ans durant, Kabila, des formations militaires, ne l'a pas fait. M. Tshisekedi arrive, en quelques mois, il décide de mettre en place l'état des sièges qui commence petit à petit à produire des fruits. Qu'est-ce que vous pensez de la démarche du président de la République de concentrer la République sur l'Est de la République, de lancer l'état des sièges à ces jours? Est-ce que vous pensez que ça peut être un remède miracle pour ramener définitivement la paix dans l'Est de la République? Père Loire, je reconnais une fois de plus devant les téléspectateurs qui nous suivent que vous êtes un journaliste aguerri, très intelligent. Et répondre pour moi directement à cette question, c'est me laisser tomber dans un piège sans dire quelque chose par rapport à ce que vous avez insinué à l'entrée de cette question. Parce que vous avez dit, Kabila ne l'a pas fait en 18 ans, c'est qu'il vient de le faire. Non. À chacun sa méthodologie. Dites-moi plutôt que Joseph Kabila n'a pas gagné une seule guerre pendant les 18 ans. Ça sera le débat. Vrai ou faux, il a mis fin au M23 au sein d'épée, les Nkunda et les Jules Moutebou étaient rentrés dans leur dernier retranchement en train d'être poursuivis comme des rats dans des trous. Est-ce que c'était avec l'état de siège? Non. C'est le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo qui estime par rapport aux réalités en face ce qu'il faut faire et ce qu'il ne fallait pas faire. Si Kabila était le mal de ce pays, la soi-disant communauté internationale en question ne l'aurait pas
ne lui aurait pas obligé de quitter le pouvoir en lui cherchant des pouces sur la tête, quand bien même lui-même avait déjà décidé de le quitter, alors qu'ici à Brazza, au Rwanda, au Burundi, on a laissé des vieillots continuer à gérer. Je ne veux pas ici parler du Cameroun, et même en Algérie où Bouteflika était un moribond, mais président de la République. C'est pour dire que voyons l'intérêt de la République. Ne cherchons toujours pas, et ils n'avaient pas fait ça. Et pour revenir maintenant à la question sur l'état de siège. À la question sur l'état. Est-ce que c'est une décision qu'il fallait prendre à l'heure actuelle? Je dis oui, c'est une décision qu'il fallait prendre à l'heure actuelle, dans la mesure où un dirigeant ne doit pas entrer toujours dans le cœur de ceux qu'il dirige. Je parle ici de mes compatriotes, de mes frères congolais. Quelquefois, quand je dors, j'ai mal. On nous tue, Tshisekedi ne fait rien. On nous viole, Tshisekedi ne fait rien. On viole nos enfants, on a fait ceci, cela. Les institutions de la République ne font rien. Ça veut dire que c'est déjà pire. Je rappelle ici que depuis que la guerre a commencé à l'est de la République démocratique du Congo, nous sommes au-delà de 8 millions de morts. Alors qu'au Rwanda, le génocide tant vanté par Kagame Batouare n'a fait que 800 morts. Je ne minimise pas. 800 000. 800 000 morts, mais nous sommes à plus de 8 millions. Je ne minimise pas, parce qu'en droit international et même en droit interne, quand un seul individu meurt, c'est déjà grave. En droit, on dit « odieuse s'assunt restregenda », aux choses odieuses, l'interprétation est stricte. Mais je suis quand même ahuri, ankylosé, estomaqué de constater que ceux qui se plaignaient du fait qu'hier, le silence du gouvernement est constaté, on nous tue, on ne fait rien. Le chef de l'État se réveille, en compagnie des institutions de la République, décrète cet état de siège, qui renvoie à quoi? Qui renvoie juste aux méthodes spéciales, jamais connues par le passé, pour juguler la crise en termes de la guerre à l'Est. On dit non, non, ça n'a pas suivi, je ne sais pas moi, quelle procédure, voilà, voilà. Et admettons que la décision n'avait pas suivi la procédure en la matière. Encore que ce n'est pas le cas, mais en droit, nécessité ne connaît point de loi. Salus populi suprema legel. Le salut du peuple, c'est la loi suprême. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de rester distrait au moment où un ami, un frère est en train d'être tué là, parce qu'on lui a dit que pour que tu interviennes là, il faut d'abord avoir l'autorisation d'un chef quelque part. Ici, je pense à mon humble avis, argument à l'appui, que cette décision est salvatrice. Elle est la bienvenue tout simplement parce qu'elle vise le bien-être du peuple. C'est comme ça que vous avez suivi la RFI tirer à boulet rouge sur cette affaire. Parce que la France est prise de court avec l'arrestation d'un sujet blanc, un sujet français en Ituri. Vous avez compris le pourquoi de l'acharnement. Non, mais l'acharnement, c'est le président lui-même qui donne un peu qui tend la perche aux autres. Quand le président nomme des anciens rebelles, des gens accusés notamment dans le rapport des experts des Nations Unies d'avoir été patron de l'opération effacer les tableaux par exemple. Quand le président prend quelqu'un du RCD dont on connaît un peu les passifs, les plaies qu'ils ont laissés auprès des populations. Vous voulez nous dire que dans notre armée, il n'y avait pas des généraux compétents capables de faire face à cette guerre-là? Il fallait aller trouver ceux-là. Est-ce que ce n'est pas le président lui-même qui met le pays dans une situation d'être aujourd'hui accusé et d'être aujourd'hui critiqué? Vous savez, c'est que l'ancien président français avant, c'est lui qui avait tué Muammar el-Kadhafi, Sarkozy. Vous savez ce qu'il a fait en France? Mais il est en vie. Vous savez ce que Chirac a fait en France? Il a commis des infractions, engagé des personnes fictives à la mairie, et même quand il était président de la République. Mais vous savez, il a été condamné à 2 ans avec sursis. C'est-à-dire une liberté qui ne dit pas son nom. Ici, je suis d'accord avec vous lorsque vous constatez que parmi ceux qui sont nommés, il y a eu des anciens rebelles. Mais quels anciens rebelles? Parce que c'est la communauté internationale qui est à la base de tout ça. Celle qui nous a recommandé
parce qu'il faut quand même revenir. Les hommes de progrès sont ceux qui ont un profond respect pour le passé. La guerre à l'Est a commencé avec quoi? Avec la communauté internationale qui avait exigé à feu maréchal Mobutu Sese Zabanga de recevoir les Rwandais avec armes et munitions, quand bien même Mobutu voulait qu'ils soient désarmés avant qu'ils entrent. C'est devenu un alibi. Maintenant, lorsqu'il y a guerre, CNDP, RCD et consorts, c'est la communauté internationale qui nous exige le brassage, qui nous exige la réconciliation. Et ces dignes fils de la République, au nom de tout ce processus, ont réintégré les FARDC. Qui ne vous dit pas, chers amis et frères, que quelqu'un comme le général Alonga Boni, Benjamin, qui a milité dans l'ex-rébellion, c'est comme ça qu'il faut parler, parce que quand on parle de la rébellion, c'est comme si le MLC continue à être une rébellion aujourd'hui. L'ex-rébellion du MLC est revenu intégré dans les forces armées de la République. Ça veut tout simplement dire qu'il connaît le coin et le recoin de la forêt. Il sait où il peut tendre un piège à un ennemi, comment l'avoir, comment le contraindre à se rendre, comment l'abattre. Alors, vous voulez, entre celui qui connaît le terrain, qui a même déjà fait amende honorable, et celui qui, tout en étant militaire également, mais qui n'a jamais opéré dans ce coin-là. Vous voulez qui? Finalement, mes frères congolais, vous aimez quoi? Ça, c'est de un. De deux, quand vous m'opposez, moi, Harold Badibanga, le rapport, tel a été cité dans tel rapport. Vous le savez mieux que, vous le savez mieux que moi. Ces rapports sont tissés où et pourquoi? Vous avez quelqu'un, un président de la République, qui refuse les endettements extravagants chez les institutions de Bretton Woods. On va le citer, je dis bien gratuitement dans ce rapport-là. Mais lorsque c'est quelqu'un qui coopère avec eux, vous avez le cas d'Alassane Dramane Ouattara. Il a fait tuer les Ivoiriens, aujourd'hui il est président de la République. Il a commencé une rébellion très loin à Bouaké, jusqu'à capturer un président de la République en fonction dans sa maison à Cocody. Et lorsque le mandat d'arrêt de la CPI vient, il tombe contre le président qui a été capturé dans sa maison. Ça veut dire que patriotes, nationalistes, africanistes, dans la raison, je dis, nous devons prendre le temps d'examiner ce que la nébuleuse communauté internationale fait. Ne m'opposez plus jamais, mon frère, le rapport venu de je ne sais pas moi. L'enfer, c'est les autres, c'est pas nous, hein. C'est facile, la politique du bouc émissaire. Nous, on est sain, quoi. C'est la nébuleuse, c'est pas nous. C'est pas nous. Ça, c'est un principe généraliste. Nous parlons d'un seul cas. La communauté internationale, vos amis blancs là, ils auraient bien voulu que l'on nomme quelqu'un que eux veulent. C'est juste ça. Comme ça, on pouvait lui donner l'ordre. Vous voyez le français que vous avez arrêté avec des armes et munitions là, ne le dites même pas à vos autorités. Aidez-nous à le faire sortir de l'Ituri vers l'Ouganda, comme ça, Yuri Kaguta Museveni peut nous le prendre, nous le ramener ici. Ça veut dire que ces gens veulent qu'un président de la République soit comme un gouverneur du Kasaï oriental. Il rend tout le rapport au président de la République avant de faire quelque chose. Si vous le refusez, vous allez payer votre prix. Kabila a payé, Mzee a payé, Thomas Sankara a payé, Kwame Nkrumah et les autres ont payé. Ça veut dire que le problème, depuis un temps, le monde est devenu un seul pays. Nous devons d'ores et déjà collaborer, c'est ça le sens des relations internationales, mais la souveraineté d'un État est de mise par rapport à la gestion de ses affaires intérieures. Je n'accepte pas, par exemple, que cet ambassadeur américain ici, je ne veux pas citer son nom, il m'énerve, je ne veux pas citer son nom, qu'on le voit jusqu'à Bédi en réunion avec des militaires, il appelle les gens, les mamans de la société civile, ils y vont, comme si dans son pays, un ambassadeur congolais peut quitter sa maison diplomatique, aller à Guantanamo. Ça ne s'explique pas et les Congolais applaudissent. Ça veut dire qu'il y a des questions qui énervent
que je ne veux pas aborder. Harold Badibanga, je voudrais qu'on aborde un peu droit, vous êtes chercheur en droit, sur la question des immunités de Matata Ponyo, mais avant ça, je voulais quand même vous faire réagir aussi par rapport à une autre question polémique qui a vu le jour ici. C'est la question notamment de la gestion de nos entreprises. On a l'impression que la politique aujourd'hui s'est déportée vers les entreprises. Et je parle de ça en prenant un cas simple. C'est la guerre qui oppose à l'heure actuelle le PCA, le président du conseil d'administration de la régie des voies aériennes, M. Lyota qui est du FCC, kabiliste comme vous, et M. Pamou Pamou qui est de l'UDPS. Vous êtes journaliste dans le sang et vous avez quelques informations là-dessus. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à la RVA? Parce que le personnel en souffre sérieusement. Non, c'est une question que j'ai apprise aussi. Comme quelqu'un saisit toujours dans ma fibre optique par rapport à cet intérêt que j'accorde à ma nation, je me suis un peu informé, pour ne pas dire je suis trop informé. Je me dis, c'est une affaire d'intérêt. Une affaire d'intérêt. Les gens confondent l'intérêt du peuple et leurs intérêts propres. Moi, j'ai appris qu'il s'agit là, par exemple, lorsqu'il s'agit il y a une polémique entre le comité de gestion et le conseil d'administration. Le comité de gestion, le DGAI qui est là maintenant William Pamoupam. William, oui. Lorsqu'il est arrivé, il a constaté que l'entreprise était endettée. Endettée avec une banque de la place, FBN Bank ou Robank, une banque de la place avec un intérêt plus élevé. Il a négocié avec une autre banque, pour Crédit Bank pour ne pas Equity, qui est devenu aujourd'hui Equity Bank pour ne pas la citer, avec un taux d'intérêt inférieur à celui de la Robank. Et par voie de conséquence, Equity acceptait de prendre en charge toutes les dettes contractées par le passé par la RVA afin de les apurer et commencer une nouvelle marche contractuelle avec la RVA pour le bien des agents. Et c'est ce qui n'aurait pas plu au président du conseil d'administration qui a estimé que comme lui avait par exemple les intérêts avec Robank, ces intérêts ne peuvent pas lui échapper. C'est de là qu'est venu, que serait venu le bras de fer entre les deux. Alors, la question à se poser à ce niveau, c'est de savoir qui roule dans l'intérêt de l'entreprise. C'est celui qui choisit la banque qui a moins de pourcentage à reprendre après l'octroi du crédit, ou c'est celui qui maintient la collaboration avec une banque qui se présente comme un glouton dans le contrat déjà signé avec la RVA. Ça, c'est de un. De deux, je suis informé que lorsque la démarche a été entamée par le DG ad interim, c'est avec l'aval du conseil d'administration qui a été saisi en bonne et due forme au regard du droit administratif et qui a donné son aval pour que cette démarche aille jusqu'au bout. Et in fine, lorsqu'on se réveille, on se rend compte que les intérêts ne marchent pas. On s'y oppose. J'ai même ouï dire quelque part que le PCA est impayé depuis 8 mois. Mais mes sources me disent qu'il n'a aucun mois d'arriéré et que même tous les voyages qu'il a fait à travers la République, sont des voyages, bien sûr, dans le cadre du travail et qui ont été en bonne et due forme pris en charge par la RVA. Et même cette question de la syndicalité. Je veux dire qu'il y a un bras de fer entre le syndicat et la RVA, mais mes informations me disent qu'il n'y a rien de tout ça. Le syndicat qui est là existe il y a plus de 10 ans. Vous imaginez, depuis 2008. Alors, le ministre des tutelles à l'époque avait estimé qu'on laisse de côté l'organisation des élections des syndicats, que ceux qui sont là gèrent
les travailleurs comme il se peut en vue de voir ce qui peut être fait a posteriori. Mais ce fait que le bras de fer qu'il y a entre le DGAI et le PCA par rapport aux intérêts dont je viens de parler, les syndicalistes qui sont conscients que la démarche entreprise par le DGAI va dans le sens de l'intérêt de l'entreprise sont restés effectivement dans le bon. Ils soutiennent la démarche entreprise par le DG William. Et que ceux qui pensent que par le passé, ils étaient de mèche avec le PCA, se seraient mis ensemble autour du PCA pour que ce climat-là arrive dans le mal. C'est pour dire que dans un sens ou dans un autre, l'intérêt des travailleurs de la RVA va dans le sens de ce qui est voulu par le directeur général AI. Et à ce stade, il faut que l'on comprenne que échange entre le PCA et le DGAI peuvent avoir lieu, mais l'intérêt supérieur à prioriser ici, c'est l'intérêt du peuple via les travailleurs qui sont là, qui sont en train de souffrir. Si, en faisant la corrélation, la comparaison, voulais-je dire, entre Equity Bank et Raw Bank, on se rend compte à l'évidence que la banque qui propose mieux, c'est la Procrédit Bank. On comprend de quel côté est l'intérêt des travailleurs, et entre le PCA et le DGAI, qui a raison et qui a tort. À mon humble avis, ce sont des questions qu'il faille trancher net et clair, parce que la vie des travailleurs en dépend. Merci beaucoup, Harold Badibanga. On va terminer peut-être par cette lecture de droit. La question de la levée des immunités d'Augustin Matata Pono-Mampon. Vous savez que le procureur, après la Cour de cassation, a écrit aux deux chambres du Parlement pour lever les immunités de Matata dans le cadre de poursuite dans l'affaire Bukanga Lonzo. Mais il se pose un problème de droit, Harold Badibanga. Il y en a qui disent que Matata Ponyo, ses immunités doivent être levées par le Congrès, étant donné que les faits pour lesquels il est poursuivi par la Cour constitutionnelle ont été commis à l'époque Premier ministre. Il y a d'autres juristes qui estiment que Matata, étant aujourd'hui membre du Sénat, il revient donc à la Chambre haute du Parlement de lever ses immunités. Vous êtes chercheur en droit. Où bat votre cœur? Est-ce qu'il faut aller plutôt lever les immunités de Matata vers le Congrès, ou il faut le faire au niveau du Sénat? C'est pas question que mon cœur bat à gauche ou à droite. C'est question que le droit parle. Il y a des gens qui abordent des questions, ce que les Kinois appellent depuis un temps les gnosologues. Donc, toute question qui arrive, même sans avoir eu le temps de lire un peu, ils disent n'importe quoi. Il y a ce qu'on appelle en droit la ratio legis. La raison d'être de la loi. La raison d'être de la loi en la matière, c'est que n'importe qui commette un forfait réponde de ces faits devant les cours et tribunaux de la République. Nous devons commencer par là. Le deuxième problème, c'est que lorsqu'on parle de la levée des immunités, la loi ne parle pas, parce qu'il ne faut pas dire à la loi ce qu'elle n'a pas dit. Il y a ce même principe sacro-saint qui dit ubi lex non dixit, ubi non lexit tacuit. Là où la loi n'a pas voulu dire quelque chose, elle a dit. Là où la loi a voulu dire quelque chose, elle a dit. Là où la loi a voulu se taire, elle s'est tue. Et donc nous n'avons pas le droit de créer des distinctions. La vérité ici, c'est que la levée des immunités n'est prévue que, je le dis en majuscule, que pour les parlementaires, députés nationaux, sénateurs, députés provinciaux. On doit se mettre d'accord. Et que la levée des immunités n'est pas prévue en droit positif congolais pour les anciens premiers ministres qui, eux, ne bénéficient que des privilèges des juridictions. Le cas échéant, si Matata n'était pas sénateur, on ne parlerait nullement
de la levée de ces immunités parce qu'il n'en aurait pas. Même s'il est poursuivi comme ancien Premier ministre. Naturellement. Mais on dit les faits pour lesquels monsieur est poursuivi ont été commis. C'est d'ailleurs pour ça, si tel était le cas, c'était donc pas, on va leur dire que la Cour constitutionnelle est incompétente de juger Matata. Parce que dans ce cas-là, c'est la Cour de cassation qui devait le faire. Mon cher ami, je persiste et je signe. Un ancien Premier ministre n'a pas d'immunité à être levé. Un ancien Premier ministre bénéficie de privilèges de juridiction. On lève les immunités que pour les parlementaires actifs, députés nationaux, sénateurs, députés provinciaux. Qu'est-ce que ça veut dire lever? Avant d'en arriver, ça veut dire quoi? Ça veut dire, dans le cas d'espèce, le juge constitutionnel est incompétent pour juger Matata puisqu'il n'est plus Premier ministre en fonction. Non. Dans ce niveau-là, Matata, puisque vous parlez du cas où Matata est sénateur aujourd'hui, son juge naturel devrait être la cour de cassation. J'ai dit ceci. Lorsque nous parlons de Matata, par rapport aux faits supposés avoir été commis par lui, il les a commis comme Premier ministre à l'époque et donc aujourd'hui ancien Premier ministre. À ce titre, il a un juge naturel qui est prévu. Mais la procédure de la levée des immunités ne concerne pas sa casquette d'ancien Premier ministre. Il s'agit d'un sénateur en fonction qui, pour être poursuivi avec sa stature actuelle, doit bénéficier de l'autorisation, entre guillemets, c'est ça qu'on appelle la levée des immunités de sa chambre. Et lorsque la chambre lève ses immunités, M. Matata Ponyo, sénateur actuel, répond devant les cours et tribunaux. Et c'est lorsqu'il répond devant les cours et tribunaux que l'on pose la question à la loi. Parce qu'il a commis tel fait en tant que Premier ministre à l'époque, parce qu'en tant qu'ancien Premier ministre actuel, il bénéficie de privilèges, de juridictions. On fait quoi? Donc les gens doivent apprendre à disséquer les choses. Celui dont on va lever ou on pourra lever les immunités n'est pas un ancien Premier ministre, n'est pas quelqu'un qui est poursuivi comme sénateur. On lève les immunités d'un sénateur. Ça, c'est une affaire qui ne concerne que le Parlement congolais et particulièrement le Sénat. Je ne m'imagine pas ceux qui disent le Congrès doit se réunir ou les deux bureaux. Mais au nom de quel Dieu le bureau de l'Assemblée nationale doit siéger avec le bureau du Sénat pour lever les immunités d'un sénateur. Donc, mais la loi dit l'article 166 que lorsqu'il faut poursuivre un Premier ministre, il faut absolument avoir la majorité des 1/3 du Parlement qui mais peut maintenant, autoriser. n'est plus Premier ministre. Mais les faits pour lesquels il est poursuivi, c'est ça justement, les gens s'accrochent là-dessus. Non, ça c'est... Les faits pour lesquels monsieur est poursuivi, il les a commis à l'époque il était Premier ministre. Je venais de vous évoquer un principe général de droit ici. J'en évoque encore un autre. Là où la loi n'a pas distingué, nous n'avons pas non plus le droit de distinguer. La loi, c'est l'article vient de vous. Un Premier ministre ne peut pas. Matata n'est pas Premier ministre. Le Premier ministre dont question aujourd'hui, c'est Sama Lukonde. Si Sama Lukonde tombe dans le cas où il peut être poursuivi maintenant, cet article-là va s'appliquer. Ne demandez pas au Parlement de se réunir pour siéger sur le cas de Kengo Adondo. Le fait qu'il avait commis comme Premier ministre, si on doit le poursuivre maintenant, ses immunités doivent être levées. De quelles immunités on parle? Il n'en a plus. Il les a perdues au moment où il a cessé d'être président du Sénat, donc sénateur à l'époque. Quand vous n'êtes plus membre, député national, sénateur ou député provincial, vous n'avez pas d'immunité. Et donc, pour vous poursuivre, on n'a pas une question quelconque à poser à une chambre parce que vous n'appartenez à aucune chambre. Ça, c'est de un. De deux, lorsque Pero Louara est, par exemple, gouverneur de province, le code d'organisation des compétences judiciaires prévoit d'ores et déjà devant quel juge, quel est le juge naturel de Pero Louara, pas en tant que père de famille, mais en tant que gouverneur en fonction. Mais ne me dites pas que lorsque vous avez cessé d'être gouverneur, vous avez cessé d'être président de l'organe délibérant
provincial comme le pasteur Godin Poyi. Aujourd'hui, 10 ans après, il n'est plus président de l'Assemblée provinciale. Si pendant cet exercice où il est là, il a commis un forfait, on va demander à l'Assemblée provinciale de 2030 de lever ses immunités pour le poursuivre. C'est tout sauf du droit. C'est tout sauf du droit. J'étais hier assis avec d'autres avocats qui voyaient les choses différemment. C'est aussi ça la beauté du droit. C'est leur droit de voir des choses différemment. Mais ici, moi, j'ai parlé droit. J'en parle encore. Harold Badibanga, merci beaucoup. C'est à vous que je dis merci. Je dois avouer que je reconnu l'homme. Il est resté le même. Arrodibilité. Madame, monsieur, l'émission est terminée. J'étais fier de recevoir un ami et un frère, Harold Badibanga, avocat de son état aujourd'hui, ancien journaliste. Avec lui, on a donc fait la lecture de l'actualité dans le pays. Ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Merci à l'équipe technique qui a fait un travail remarquable pour me permettre d'entrer en contact avec vous. Je vous retrouve demain pour un autre numéro. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. À demain.